Bien sûr, c'est une question d'évolution des droits. On peut dire qu'aujourd'hui, la question des droits de l'animal est devenue une question centrale et que cette évolution des droits, elle s'inscrit, je dirais, dans l'histoire qu'on pourrait dire anthropologique de la démocratie, qui était cette histoire anthropologique déjà signalée par Tocqueville, c'est le mouvement vers l'égalité des conditions. L'égalité des conditions, ça a d'abord été évidemment l'égalité du suffrage, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais plus généralement, c'est l'égalité des êtres vivants. Et donc, il y a ce mouvement presque irréversible. Le grand problème, c'est qu'il ne faudrait pas que sous l'amour des animaux se cache une indifférence au malheur des hommes. Or, aujourd'hui, on a le sentiment parfois un peu d'un déséquilibre, que l'on fasse attention et que l'on se préoccupe de façon nouvelle et nécessaire du traitement des animaux et surtout de la maltraitance des animaux, ne doit pas faire oublier la priorité quand, dans tous les cas, nous devons donner, me semble-t-il, au malheur des hommes. On va évoquer l'actualité en votre compagnie, Pierre Rosanvallon, et justement chez Tocqueville, ce qui prédomine, c'est le sentiment du semblable. Ce sentiment du semblable, il est malmené dans l'actualité. Je pense notamment à la question migratoire. Est-ce que ça remet en cause ce que Tocqueville présentait comme étant un mouvement de la providence, quelque chose de quasiment inéluctable ? Non, c'est pas quelque chose d'inéluctable, parce que ça la met en jeu, je dirais, les conditions dans lesquelles une communauté se reconnaît. Et que ce mouvement de légalisation des conditions, ou cette notion de semblable qui progresse à travers les droits, eh bien, elle progresse aussi dans la douleur, dans la difficulté, dans la critique et dans la contestation. Et cette contestation, on le voit aujourd'hui tous les jours, à propos des droits des migrants et même de bien d'autres droits. Donc, il n'y a pas une automaticité des droits. La conquête des droits reste une bataille et implique une vigilance maintenue et continue. Bon, mais alors, ça, pour ainsi dire, cela peut être aussi une vision optimiste de l'histoire. Tocqueville a été redécouvert, il a eu une période d'éclipse, et puis on s'est beaucoup intéressé à lui parce que il semblait effectivement expliquer un mouvement donc d'élargissement de la démocratie, de son développement un peu partout sur le globe. Aujourd'hui, on a l'impression d'apercevoir un phénomène strictement inverse. On pense bien entendu aux élections en Turquie, où on a un pouvoir fort. Alors, on va voir si ces élections ont été réalisées conformément aux règles démocratiques, si le scrutin n'a pas été entaché par un certain nombre d'irrégularités. Mais en tout cas, le sens de ce mouvement est clair, Pierre Rosanvallon. Il y a de plus en plus de démocratie qui s'écarte du modèle traditionnel de la démocratie. Bien sûr, on a même employé des expressions qui frôlent l'oxymore, comme l'expression de démocratie illibérale. Le problème est de savoir ce que l'on met derrière le mot démocratie. Regardons par exemple le régime d'Erdogan. Au fond, la définition minimale de la démocratie, c'est que la démocratie met en place des régimes qui sont réversibles. La démocratie met en place des mécanismes qui permettent d'interrompre, de mettre fin à un pouvoir et de le remplacer par un autre. Or, ce que l'on voit dans un certain nombre de démocraties aujourd'hui, c'est une double chose. La première chose, c'est que ce principe minimal de réversibilité qui définissait la démocratie pour Schumpeter, il disait la démocratie et Popper, c'est la même chose. Les démocraties sont les régimes qui permettent de changer les gouvernements sans violence. Or, on voit de plus en plus des régimes qui organisent insidieusement et progressivement le rétrécissement de cette possibilité de réversibilité. Comment ils l'organisent ? Ils l'organisent, bien sûr, d'abord à travers de la manipulation électorale, de la fraude, de l'inégalité d'accès des candidats aux médias, à la télévision. C'était le cas en Turquie. Et il l'organise aussi parfois de façon plus insidieuse à travers le développement de mécanismes constitutionnels qui permettent par exemple une réélection indéfinie. C'était quelque chose qui a été débattu récemment en Équateur ou en Bolivie. Donc cette définition, même minimale de la démocratie, la possibilité de changer un régime sans violence, est aujourd'hui remise en cause très sérieusement. Et ça n'est de toute façon qu'une définition minimale de la démocratie. Car la démocratie, ça n'est pas les élections. Bien sûr, les élections, c'est le garde-fou de la démocratie. L'élection, c'est ce qui donne un permis de gouverner. Et il faut bien choisir entre des personnes, il faut bien, à un moment donné,
prendre une décision pour savoir qui gouverne. Mais la démocratie n'est pas simplement justement l'élection qui permet de savoir qui est légitime pour gouverner, mais comment cette personne doit gouverner. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire beaucoup de démocraties qu'on appelle des démocraties illibérales. Voyons vers quoi se dirige, hélas, un certain nombre de pays européens aujourd'hui, et l'Italie dernièrement, après la Hongrie et la Pologne. Dans ces cas-là, c'est une définition minimale de la démocratie, mais pas la vraie définition de la démocratie, c'est la possibilité du pluralisme. La vraie définition de la démocratie, c'est que les minorités soient toujours leurs droits. Or, dans ces démocraties libérales, c'est le pouvoir, on pourrait dire, brut et immédiat de la majorité, et qui justifie au nom de ce pouvoir de la majorité, par exemple, le fait de limiter le droit des médias. C'est le raisonnement qu'avait Napoléon III. Il disait aux journalistes, mais les journalistes, qui vous a élus ? Moi, j'ai été élu. Donc, je représente la volonté générale. Vous n'êtes que des intérêts particuliers. Ça, c'est le raisonnement de tous ceux qui sont en passe de devenir, je dirais, des démocrates illibéraux, c'est-à-dire des faux démocrates. Des démocrates, ce sont des faux nés de démocratie. Mais alors, quand une démocratie cesse-t-elle d'être une démocratie, Pierre Rosanvallon, puisqu'on a aujourd'hui un large éventail de démocraties qui tendraient à s'éloigner du modèle traditionnel. Donc cela va de démocratie où on a des soupçons d'élections truquées, d'élections qui sont faites effectivement dans un contexte qui n'est pas un contexte de liberté d'expression pour tous, jusqu'à des démocraties où là, on a une confiscation de la liberté des individus. Où situez-vous le curseur ? En tout cas, il y a une très large variété, pourrait-on dire, de démocraties, de pays, pourrait-on dire, qui reposent toujours sur le suffrage universel, mais un suffrage universel plus ou moins empêché. Et à côté de ce suffrage universel plus ou moins empêché, il y a effectivement tout un ensemble de pratiques que nous nommons illibérales. Mais nous avons tort d'appeler ça simplement des démocraties illibérales. Car c'est tout simplement la notion même de démocratie qu'il faut revoir. La démocratie, ça n'est pas simplement le pouvoir de tous tel qu'il est exprimé de façon approximative par la majorité. Le pouvoir de tous, il existe aussi sur le fait qu'il y a des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main, à savoir des autorités indépendantes. Si par exemple ce sont les pouvoirs qui décident eux-mêmes du découpage électoral, eh bien on voit déjà qu'il y a une façon de fausser la démocratie. Donc il y a intérêt à ce qu'il y ait des autorités indépendantes pour surveiller les scrutins et pour pratiquer le découpage électoral. Donc la démocratie n'est pas simplement le pouvoir majoritaire, elle est aussi le pouvoir de personne, c'est-à-dire qu'elle met en place des pouvoirs sur lesquels personne ne peut mettre la main. Or, tous ces régimes, justement, par exemple, eh bien, ils luttent contre les autorités indépendantes. Ils massacrent ces autorités indépendantes en disant « mais qu'est-ce qu'elles représentent ? Nous sommes élus, ces autorités ne sont pas élues. » Eh bien, il y a des autorités, il y a des formes de pouvoir non élues qui appartiennent à la démocratie. C'est le cas des cours constitutionnelles aussi. Qu'est-ce qu'une cour constitutionnelle ? Une cour constitutionnelle, c'est ce qui organise les principes généraux de l'organisation politique et l'organisation générale des droits. Donc, une cour constitutionnelle, c'est celle qui, d'un certain point de vue, représente le plus petit des citoyens, parce que chacun peut faire appel à ses droits. Eh bien là aussi, ces cours constitutionnelles, elles sont très souvent remises en cause dans ces régimes. Donc au lieu de dire qu'il s'agit simplement de démocratie libérale, comme s'il y avait d'un côté une vraie démocratie et de l'autre côté un petit illibéralisme malheureux. Non, ce sont des démocraties tronquées et ce sont des démocraties restreintes. Ce matin, dans l'actualité, il est question des migrants en Europe et également aux États-Unis. On voit que cette question est devenue une question qui est politiquement centrale, alors même que les situations donc aux États-Unis et en Europe sont très dissemblables du point de vue donc des flux migratoires. S'il y a une volonté des peuples, c'est une hypothèse et elle n'est pas nécessairement acquise, de limiter ces flux migratoires, comment imaginer le devenir de la démocratie, le devenir de l'humanisme, Pierre Rosanvallon ? Eh bien, le devenir de l'humanisme, c'est de donner un visage concret à l'humanité. Or, trop souvent, cette question des flux migratoires est traitée de façon abstraite. Elle est traitée en disant il y a une menace, mais on ne
on ne décrit pas pratiquement ce qu'est la condition des personnes. On ne fait pas vivre les réalités de ces gens. On ne parle pas véritablement, même la carte des accueils. On voit qu'il y a des pays comme la Pologne qui sont absolument en tête aujourd'hui de la lutte contre le danger migratoire et qui, en plusieurs années, n'ont accueilli que 8000 personnes sur leur territoire, quand les Allemands en accueillaient des centaines de milliers et la France 90 000. Donc je crois que le devoir d'un démocrate, si je puis dire, c'est de passer du fantasme et du préjugé à la réalité, en montrant cette réalité, en incitant les citoyens à ne pas s'appuyer sur leurs a priori, mais à faire mieux connaissance les uns avec les autres. Au fond, ce qui menace nos sociétés démocratiques, c'est la méconnaissance d'autrui. Je vais me faire l'avocat du gouvernement polonais et peut-être aussi des Polonais. Je ne sais pas dans quelle mesure ce gouvernement les représente parfaitement, mais si ce pays ne veut pas accueillir plus de migrants, au nom de quoi le faire plier? Au nom de quoi peut-on le dissuader donc de fermer ses frontières, Pierre Rosanvallon? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que nous sommes évidemment les citoyens d'un pays, nous sommes des nationaux, mais en même temps, nous sommes aussi, d'une manière ou d'une autre, des citoyens du monde. Nous vivons dans un monde qui est plus ouvert, et donc nous devons faire place à cette définition élargie de la citoyenneté, laquelle, c'est toujours à discuter, mais nous ne pouvons pas dire que la volonté générale dresse des forteresses autour d'une communauté, parce que ça n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la Pologne, elle a des échanges extérieurs. La Pologne, elle a des bateaux qui peuvent sillonner le globe. La Pologne, elle est impliquée dans des organisations internationales d'une manière ou d'une autre. La Pologne, elle est dans l'Europe et elle en tire largement profit d'un point de vue économique. Donc si quelqu'un était seul dans sa forteresse, si on imagine, je dirais, une pure volonté générale, à l'écart du monde, vraiment derrière une Corée du Nord, en quelque sorte. Si le monde était peuplé de pays Corée du Nord, alors peut-être que ce raisonnement pourrait avoir une consistance. Mais la réalité, c'est que nous sommes insérés dans un monde ouvert, et donc s'il faut être ouvert, ça n'est pas simplement par générosité, c'est parce que nous sommes aussi déjà dans un monde de l'ouverture, et que, après tout, nous sommes des êtres humains, et en tant qu'êtres humains, nous sommes nécessairement des citoyens du monde, en même temps que les membres de communautés particulières. Bon, mais en 10 ans, puisqu'on célèbre aujourd'hui les 10 ans de la vie des idées que vous avez créées, Pierre Rosanvallon, justement, il y a eu un certain nombre de mots qui sont apparus, de notions plus ou moins clairement définies. Par exemple, une notion comme l'immigrationnisme, qui était strictement inconnu naguère et aujourd'hui dans le débat politique. La volonté donc de fermer les frontières, ou en tout cas la notion de frontière qui était là aussi en voie d'effacement. Tout ceci est désormais central. Qu'est-ce qu'on peut penser à ce sujet? Sur la question des frontières, je ne sais pas si vous parlez de la vie des idées. La vie des idées, c'est une coopérative intellectuelle qui, autour de Florent Guénard et d'une équipe d'une quinzaine de rédacteurs en chef, a un petit peu un regard vigilant sur l'ensemble de la production intellectuelle, et surtout pour déprovincialiser la vie intellectuelle française. Et ce que l'on peut dire, c'est montrer que cette question des frontières, elle est centrale parce qu'elle oblige à reposer la question, qu'est-ce qu'une communauté politique? Au fond, la frontière, on pourrait dire que c'est une façon de précipiter et de simplifier cette question de la communauté politique. Une communauté politique, c'est quelque chose de difficile. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'inégalités. Nous vivons dans un monde où il y a des tensions. Nous vivons dans un monde où il y a des déséquilibres régionaux. Donc, construire une communauté politique, c'est un des buts, mais un des buts difficiles de la démocratie. Et la frontière, c'est une façon de penser une simplification. Une simplification et une réduction de cette question, simplement un problème. Il y a un intérieur qui est bon et un extérieur qui est menaçant. Je crois que, au fond, le but de la vie intellectuelle et ce que peuvent apporter les sciences sociales à la vie démocratique, c'est de compliquer justement les choses.
Mais s'il y a de la souffrance, si ces individus en Pologne, en Hongrie, en France considèrent que cette ouverture des frontières, elle provoque chez eux une dégradation de leurs conditions de vie, une insécurité, certains parlent d'insécurité culturelle, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Qu'est-ce que vous leur répondriez, Pierre Rosanvallon? Qu'il y ait toute société est structurée par des passions, toute société est structurée par des émotions. Mais justement, le but de la vie démocratique, c'est de travailler sur les passions, c'est de travailler sur les émotions, c'est de rationaliser d'un certain point de vue les réalités de la vie sociale. Et là, il y a deux solutions. Soit on joue le jeu des passions et des émotions pour les exacerber et se faire en quelque sorte le porte-drapeau de celles-ci, soit au contraire, on essaie de construire une communauté politique réelle et pas simplement une communauté politique fondée sur des fantasmes et des exclusions.